Avez-vous déjà senti votre monde s'effondrer, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que le son assourdissant de votre propre cœur brisé? Mon histoire commence là, dans le silence stérile d'un couloir d'hôpital où l'odeur d'antiseptique se mêlait à mon désespoir. Mon mari, l'amour de ma vie, était en train de mourir. Les médecins avaient prononcé leur verdict, un couperet froid et implacable. Il n'y avait plus d'espoir, c'est ce qu'ils disaient, mais une simple conversation, quelques mots volés entre deux portes, allaient allumer une étincelle dans la nuit la plus profonde. Une étincelle si fragile, mais si puissante, qu'elle m'a poussé à entreprendre un voyage vers l'inconnu, à la poursuite d'un fantôme et d'un miracle. Accrochez-vous, car ce que j'ai découvert a changé nos vies à jamais. Théo était ma boussole, mon ancre, un homme bâti comme un roc qui avait pourtant grandi sans fondation. Pupille de la nation, il avait passé son enfance dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance sans jamais connaître ses parents. Cette blessure, il l'a portée avec une dignité silencieuse, transformant son manque en une force inébranlable. Nous nous sommes rencontrés sur les bancs de l'université à Lyon. C'était un soir de fin de partiel, sur une péniche bondée amarrée au bord du Rhône. Son sourire timide et ses yeux verts profonds avaient suffi. Avec lui, tout était simple, évident. Il m'offrait une sécurité que je n'avais jamais connue. Nous rêvions d'une famille nombreuse, un projet insensé et magnifique pour lui qui n'en avait jamais eu. Mais les années passaient, les déceptions médicales s'accumulaient, et puis la maladie est arrivée, sournoise et brutale. Une maladie auto-immune rare qui dévorait son sang, son énergie, sa vie. Le seul espoir, une greffe de moelle osseuse. Mais sans famille, les chances de trouver un donneur compatible étaient en quasi nulles. Le roc s'effritait sous mes yeux. Je m'étais effondré sur un banc dans le petit jardin de l'hôpital de la Croix-Rousse. Le mois d'avril lyonnais tentait une percée timide, mais je ne sentais ni la caresse du soleil, ni le parfum des magnolias en fleurs. Quelques minutes plus tôt, j'avais quitté la chambre de Théo. Il était si pâle, si faible, prisonnier d'un enchevêtrement de tubes et de fils. Pourtant, il avait trouvé la force de me sourire. « T'en fais pas, mon amour, on va s'en sortir », avait-il murmuré, sa voix n'étant plus qu'un souffle. Je m'étais forcé à sourire en retour, à retenir ce torrent de larmes qui menaçait de tout emporter. Mais, une fois dans le couloir, le barrage avait cédé. Assise là, anéantie, je sentais le poids de l'impuissance m'écraser. Le professeur Dubois avait été clair ce matin. « Préparez-vous, madame, nous sommes à court de solutions. » Chaque mot était un clou planté dans mon cercueil d'espoir. Comment se préparer à l'impensable? Comment dire adieu à la moitié de son âme? Le monde continuait de tourner, mais le mien s'était arrêté net. C'est alors que je les ai entendus, deux voix féminines, fatiguées, provenant du coin fumeur, réservé au personnel, juste derrière la haie de laurier. Le pauvre Théo, dans la 312, commença l'une. Mon cœur s'est glacé, je savais qu'elle parlait de lui, il n'y avait pas d'autre Théo à cet étage. Tellement jeune et si gentil en plus. C'est foutu, il n'y a plus rien à faire. Il s'éteint à petit feu. La deuxième voix, plus grave, soupira. Oui, c'est vraiment triste. Sans famille pour la compatibilité, c'est mission impossible. Ce qui est dingue, c'est qu'il a un sosie parfait. J'en mettrai ma main à couper. L'autre a ri, un rire sans joie. Arrête tes bêtises, Martine. Tu vois des sosies partout. Non, je te jure, insista la première. À Vernou, le village de mes beaux-parents dans le Puy de Dôme. Le type, c'est son portrait craché. Enfin, une version négligée, qui a l'air de lever le coude un peu trop souvent. Mais la ressemblance est frappante. Je me demande si je devrais en parler. Sa collègue l'a coupé. Surtout pas, laisse tomber, ils ont assez de soucis comme ça. Leur conversation a dérivé sur les menus de la cantine, mais pour moi, tout avait changé. Vernou, un sosie. Ces mots résonnaient en moi comme un écho d'espoir insensé. Une lueur folle venait de naître dans mes ténèbres. C'était absurde, irrationnel, une coïncidence probablement sans fondement, mais c'était tout ce que j'avais. Je me suis relevé, mes jambes tremblaient encore, mais une nouvelle détermination me parcourait. Je ne pouvais pas laisser passer ça.
Je me suis approchée du coin fumeur. Les deux aides-soignantes m'ont regardée, surprise, un peu gênée d'avoir été entendue. J'ai pris une grande inspiration. « Excusez-moi, je suis la femme de Théo. J'ai entendu ce que vous disiez, ce village, vers nous. S'il vous plaît, dites-m'en plus. » La première, Martine, a rougi jusqu'aux oreilles, bafouillant des excuses. L'autre me fusillait du regard. Mais j'ai insisté, la suppliant du regard, avec toute l'énergie du désespoir. Finalement, touchée par ma détresse, Martine a cédé. Elle m'a décrit l'homme, où elle l'avait aperçu plusieurs fois, près du bar-tabac du village. Elle ne connaissait pas son nom. C'était peu, mais c'était un début, une piste, un fil auquel me raccrocher pour ne pas sombrer complètement. Cette nuit-là, au lieu de pleurer, j'ai passé des heures sur Internet, à chercher ce village, à tracer un itinéraire, à échafauder un plan fou, mais un plan quand même. Le lendemain, j'ai menti à Théo. C'était la première fois que je lui mentais de manière aussi délibérée. Je lui ai dit que je devais m'absenter un jour ou deux pour aider mes parents, que ma mère était malade. Il a hoché la tête, trop faible pour poser des questions. Voir le mensonge dans ses yeux confiants me déchirait le cœur. Mais je savais que lui, parler de cette folle expédition, ne ferait que l'inquiéter et lui donner un faux espoir. Après avoir déposé une valise chez mes parents pour rendre mon histoire crédible, j'ai pris le premier train à la gare de Perrache. Le TGV filait à travers la campagne, mais je ne voyais rien du paysage qui défilait. Mon esprit était un tourbillon de doutes et d'espoir. Et si ce n'était qu'une vague ressemblance? Et si cet homme refusait de me parler? Et si je faisais tout ça pour rien, perdant un temps précieux que je pourrais passer aux côtés de Théo? Chaque kilomètre qui me séparait de Lyon me donnait l'impression de l'abandonner. Une angoisse terrible me serrait la gorge. Pour la calmer, je me suis forcée à me souvenir. Le souvenir de notre première danse sur cette péniche. Théo, si maladroit et si touchant, il m'avait tenue comme si j'étais l'objet le plus précieux au monde. Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier. J'étais avec mes amis, Juliette et Camille. On riait fort, on dansait, on célébrait la fin d'une année universitaire éreintante. J'avais remarqué ce garçon qui me regardait depuis l'autre bout du bar. Grand, les cheveux châtains en bataille, un simple t-shirt gris qui laissait deviner des épaules solides. Il avait l'air un peu perdu au milieu de la foule bruyante. Plusieurs fois, nos regards se sont croisés. Il détournait les yeux, l'air embarrassé, ce qui le rendait encore plus charmant. Finalement, alors qu'une musique plus lente commençait, il a traversé la salle, l'air d'un homme marchant vers l'échafaud. Il s'est arrêté devant moi et m'a demandé de danser, d'une voix si basse que j'ai à peine entendu. Sur la piste, il n'a rien dit. Il s'est contenté de me tenir la main, de me guider doucement. Je sentais la chaleur de sa paume, la force tranquille qui émanait de lui. C'était un sentiment étrange, un sentiment de familiarité, de sécurité immédiate, comme si, au milieu de ce chaos joyeux, j'avais enfin trouvé un point de calme, un refuge. C'est ce qu'il était devenu pour moi, mon refuge, et maintenant, mon refuge menaçait de s'effondrer. Le train est arrivé dans une petite gare de province. De là, j'ai dû prendre un autocar qui serpentait sur des routes départementales sinueuses. Plus on s'enfonçait dans la campagne, plus le paysage devenait sauvage et vert. Vers nous était un village typique, accroché à flanc de colline, avec son église en pierre grise et ses maisons aux toits d'ardoise. L'air était pur, vif, si différent de l'atmosphère confinée de l'hôpital. J'ai débarqué sur la place centrale, un sac à dos pour seul bagage. Il y avait une fontaine, une boulangerie et le fameux bar-tabac, le relais des amis. C'était là que je devais commencer mes recherches. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais l'impression d'être une détective dans un mauvais film, sur le point de poser des questions qui sembleraient totalement incongrues. J'ai poussé la porte du bar. L'intérieur était sombre, sentait le café froid et le tabac. Quelques habitués étaient accoudés au comptoir en zinc et m'ont dévisagé avec une curiosité à peine dissimulée, la citadine égarée. J'ai commandé un café, ma voix tremblait légèrement. La patronne, une femme robuste au regard perçant, a attendu. Elle savait que je n'étais pas là que pour le café. J'ai sorti mon téléphone, cherchant la photo la plus récente de Théo avant qu'il ne tombe malade.
C'était lors de notre dernier anniversaire de mariage. Il était souriant, le visage plein, les yeux pétillants de vie. Montrer cette photo, c'était comme exposer une relique, un fragment d'un bonheur perdu. J'ai tendu le téléphone à la patronne. « Excusez-moi de vous déranger. Je cherche quelqu'un. On m'a dit qu'un homme qui vit ici ressemble à mon mari. » Elle a plissé les yeux, a regardé la photo, puis m'a regardé. Un long silence s'est installé, seulement brisé par le cliquetis d'une machine à sous dans un coin. « C'est sûr qu'il y a un air, a-t-elle finalement concédé, sans grande conviction. Vous parlez sans doute d'Alexandre Morin. Il habite la vieille maison au bout du chemin des Châtaigniers, la dernière avant la forêt. » Un des clients au comptoir a ricané. « Alexandre, si vous le cherchez, suivez les bouteilles vides. » La patronne lui a lancé un regard noir qui l'a fait taire. Elle m'a donné des indications vagues, puis s'est détournée, signifiant que la conversation était terminée. J'ai payé mon café, le cœur lourd. Alexandre Morin. Il avait un nom, mais le ricanement de cet homme résonnait encore à mes oreilles et ne présageait rien de bon. Le chemin des Châtaigniers était mal entretenu, bordé de vieilles maisons en pierre. Au bout, comme l'avait dit la patronne, se trouvait une bâtisse isolée. Le spectacle était désolant. Le portail en bois tenait à peine sur ses gonds. Le jardin était un fouillis d'herbes hautes, de ronces et de détritus divers. Des bouteilles de bière et de vin vides jonchaient le sol, témoins silencieux d'une longue dérive. La maison elle-même semblait abandonnée, avec sa peinture écaillée et un carreau cassé à l'étage. Une sensation de malaise m'a envahi. C'était ça, ma destination. C'était là que résidait mon dernier espoir. J'ai hésité un long moment devant le portail. Une partie de moi voulait faire demi-tour, fuir cet endroit sordide et oublier cette idée folle. Mais l'image de Théo allongé sur son lit d'hôpital m'a donné le courage de continuer. J'ai poussé le portail qui a grincé sinistrement. J'ai traversé le jardin en friche, le cœur battant la chamade, et j'ai frappé à la porte d'entrée. Personne n'a répondu. J'ai frappé plus fort. J'entendais une télévision à l'intérieur, le son étouffé d'un jeu télévisé. Finalement, la porte s'est entr'ouverte. Le choc m'a coupé le souffle. C'était lui, c'était Théo, ou plutôt son reflet déformé dans un miroir brisé. Le même visage, la même structure osseuse, la même implantation de cheveux, la même fossette au menton. Mais tout le reste était différent. Ses yeux, d'un vert identique à ceux de mon mari, étaient injectés de sang et cernés de fatigue. Une barbe de plusieurs jours couvrait ses joues creuses. Il portait un vieux t-shirt taché et un pantalon de survêtement avachi. Une odeur d'alcool et de tabac froid émanait de lui. Il m'a regardé sans comprendre, avec une méfiance animale. « C'est pourquoi ?» a-t-il demandé d'une voix rauque, éraillée par la cigarette. Je suis resté sans voix, incapable de formuler une phrase cohérente. La ressemblance était si parfaite, si troublante, que mon cerveau refusait de l'assimiler. C'était un cauchemar éveillé. Voir les traits de l'homme que j'aimais sur ce visage marqué par une vie de détresse était une douleur physique. Il a commencé à refermer la porte, agacé par mon silence. Dans un éclair de panique, j'ai sorti mon téléphone et lui ai tendu la photo de Théo, sans un mot. C'était ma dernière carte. Il a regardé la photo, puis mon visage, puis la photo à nouveau. Son expression a changé. La méfiance a laissé place à une incrédulité totale. Il a ouvert la porte en grand, me faisant signe d'entrer. « C'est qui ça? Une blague ?» L'intérieur de la maison était à l'image de l'extérieur. Un désordre indescriptible, des piles de vieux journaux, de la vaisselle sale entassée dans l'évier. L'air était vicié, presque irrespirable. Il s'est affalé sur une chaise, sans jamais quitter l'écran de mon téléphone des yeux. « Asseyez-vous, » a-t-il dit, plus pour lui-même que pour moi. Je me suis assise sur le bord d'un fauteuil élimé, le seul endroit à peu près dégagé. C'est mon mari, il s'appelle Théo. Mon nom, mon histoire, tout a commencé à se déverser de manière chaotique. Je lui ai parlé de la maladie, de l'hôpital, de l'absence de famille, de mon désespoir. Je lui ai parlé de la conversation que j'avais surprise. Il m'écoutait en silence, le regard fixe, son visage de plus en plus fermé. Chaque mot que je prononçais semblait creuser un fossé encore plus profond entre nous. Il a secoué la tête.
Je le connais pas, votre mari, jamais vu. C'est juste un hasard. » « Ce n'est pas un hasard, » ai-je presque crié, sentant la panique monter. « Vous ne pouvez pas regarder cette photo et dire que c'est un hasard, c'est impossible. » Je lui ai parlé de ce que nous savions sur le passé de Théo, le fait qu'il ait été abandonné à la naissance, qu'il ait grandi en foyer. J'ai mentionné le nom de sa mère biologique, retrouvée après des recherches laborieuses des années auparavant, Laurence Morin. À l'évocation de ce nom, son visage s'est décomposé. Il a pâli sous sa barbe, ses mains se sont mises à trembler. Le silence qui a suivi était lourd de non-dits. Il a fallu une éternité avant qu'il ne parle à nouveau, sa voix à peine un murmure. Laurence Morin, c'était ma mère. Le monde a cessé de tourner. Ce n'était pas un sosie, ce n'était pas une coïncidence, c'était son frère. Le frère que Théo n'avait jamais su qu'il avait, un frère jumeau. L'évidence était là, brutale, incroyable. Et avec elle, une vague d'espoir si puissante qu'elle m'a presque fait perdre connaissance. J'avais trouvé un donneur potentiel, j'avais trouvé un miracle dans la maison la plus délabrée du village le plus improbable. Alexandre, car c'était son nom, s'est levé et a commencé à faire les 100 pas dans la petite cuisine encombrée. Il semblait agité, comme un animal en cage. Il passait sa main dans ses cheveux, marmonnait des choses incompréhensibles. Le choc de la révélation était immense, pour lui comme pour moi. Finalement, il s'est arrêté et m'a regardé droit dans les yeux. « Asseyez-vous, ça va être long, je vais vous raconter une histoire. L'histoire de ce Théo et la mienne. » Il s'est servi un verre d'eau, ses mains tremblaient tellement qu'il en a renversé la moitié. Il a commencé à parler, et son récit m'a plongé dans un passé de misère et de tragédie que je n'aurais jamais pu imaginer. Il m'a parlé de sa mère, Laurence, une femme belle et perdue qui noyait ses peines dans l'alcool et les bras d'hommes de passage. Elle avait eu beaucoup d'enfants, de pères différents. Une fratrie livrée à elle-même dans cette maison décrépite où l'amour était une denrée aussi rare que la nourriture. Alexandre, dès son plus jeune âge, était devenu l'homme de la maison, le responsable de ses frères et sœurs plus jeunes. Il les protégeait comme il pouvait des colères de leur mère et de la faim qui leur tenaillait le ventre. « J'avais 8 ans, » a continué Alexandre, sa voix se brisant. 8 ans, et j'étais déjà vieux. J'étais entouré de sœurs. Je rêvais d'avoir un frère, un complice, quelqu'un avec qui partager le poids de tout ça. Quand j'ai compris que ma mère était de nouveau enceinte, j'ai su. Ne me demandez pas comment, mais je savais que ce serait un garçon. Mon frère, j'ai supplié ma mère tous les jours de le garder. Ne l'abandonne pas, maman, je m'en occuperai, je te le promets. Elle riait ou me criait dessus selon son humeur et son taux d'alcoolémie. Pour elle, un enfant de plus n'était qu'une bouche de plus à nourrir, un fardeau. Mais pour moi, c'était tout mon espoir. Je m'imaginais lui apprendre à pêcher, à construire des cabanes. On aurait été invincibles, tous les deux. Il a fait une pause, le regard perdu dans le vague, revivant ces moments avec une clarté douloureuse. J'écoutais, le cœur serré, imaginant ce petit garçon plein d'espoir au milieu de ce chaos familial. L'image de ce petit Alexandre rêvant d'un frère contrastait si violemment avec l'homme brisé que j'avais en face de moi. Et au milieu, Théo, le frère tant attendu dont l'existence même était menacée. Le jour où elle est partie à la maternité, c'était le chaos, comme d'habitude. Elle est revenue une semaine plus tard. Seule, ses mains étaient vides. Mon cœur de gamin s'est brisé en 1000 morceaux. Je lui ai demandé où il était, où était mon frère. Elle m'a regardé, ses yeux étaient froids, vides. « Il est mort », elle a dit. Il était trop faible, il n'a pas survécu. Puis elle est allée dans la cuisine et s'est ouvert une bouteille. C'est tout, pas de larmes, pas de tristesse, juste ce vide. J'ai pleuré pendant des jours. J'avais l'impression qu'on m'avait arraché une partie de moi. J'avais perdu mon frère avant même de l'avoir connu. Alexandre s'est tu, submergé par l'émotion. Je n'osais pas bouger, ni parler. Le poids de ce mensonge vieux de 30 ans était palpable dans la pièce. Leur mère n'avait pas seulement abandonné un enfant. Elle en avait détruit un autre par ses mots,
en lui volant l'espoir et en le laissant grandir avec une blessure secrète. J'ai compris à cet instant que le destin de Théo et celui d'Alexandre étaient liés par une tragédie bien plus profonde qu'une simple séparation à la naissance. C'était une histoire de perte, de deuil et de mensonge. Ce n'était que quelques jours plus tard que j'ai découvert la vérité, reprit Alexandre la voix basse. Sa meilleure amie, enfin, sa compagne de boisson, était à la maison. Je les ai entendus parler dans la cuisine. « T'es sûr que t'as bien fait de le laisser à la DAS ?» a demandé l'ami. C'était un si beau garçon. Et ma mère a répondu « Je m'en souviendrai toute ma vie. Au moins, là-bas, il aura une chance. Peut-être qu'une famille sans enfants le prendra. C'est mieux pour lui. » Alexandre a fermé les yeux comme pour chasser cette image. Elle m'avait menti. Mon frère n'était pas mort. Il était vivant, quelque part. Mais il était perdu pour moi. J'étais trop jeune, trop impuissant pour faire quoi que ce soit. Cette vérité était pire que le mensonge. Savoir qu'il existait, mais que je ne le verrais jamais. Ça m'a rongé de l'intérieur pendant toutes ces années. Il s'est laissé tomber sur sa chaise, la tête entre les mains. Tout prenait sens. La dérive, l'alcool, cette tristesse infinie dans son regard. Il ne noyait pas seulement ses problèmes, il noyait le fantôme d'un frère perdu, une promesse brisée, un deuil impossible. Après ça, la descente aux enfers de la famille s'est accélérée. Alexandre m'a parlé de sa petite sœur Léa, une enfant différente, née fragile, probablement à cause de l'alcoolisme de leur mère. Elle était douce, toujours souriante mais vulnérable. Alexandre veillait sur elle comme sur la prunelle de ses yeux. C'était sa petite protégée, le dernier vestige de pureté dans ce monde sordide. Un soir, il est parti faire des courses. Leur mère, ivre, est rentrée et a laissé le portail ouvert. La petite Léa, attirée par le lac voisin où Alexandre l'emmenait parfois, est sortie. Elle s'est noyée. La tragédie de trop. Les services sociaux, alertés par les voisins, sont finalement intervenus. La mère a été déchue de ses droits parentaux. La fratrie a été éclatée, placée dans différents foyers. Alexandre et l'une de ses sœurs, Sophie, sont restés un temps ensemble, puis la vie les a séparés. Il a terminé son adolescence dans un foyer pour jeunes. Seul, il n'a jamais revu la plupart de ses sœurs. Et il n'a jamais cessé de penser à ce frère jumeau, abandonné, qui portait sans le savoir la clé de son histoire. Quand il a fini son récit, un lourd silence s'est abattu sur la pièce. Le jeu télévisé braillait toujours dans le salon, une bande-son absurde pour la tragédie qui venait de se jouer. Je n'avais pas de mots. Que dire face à une telle détresse? J'ai repensé à Théo, à sa force, à sa résilience. Il avait réussi à construire une vie stable, lumineuse, à partir des mêmes ruines. Mais il l'avait fait sans le poids des souvenirs, sans connaître l'histoire de sa propre destruction. Alexandre, lui, était resté prisonnier du passé, hanté par les fantômes de sa famille. Deux vies parallèles, deux destins issus de la même matrice brisée. J'ai repris la parole, doucement. Théo est en train de mourir, Alexandre. Il a besoin d'une greffe, il a besoin de vous. Vous êtes son seul espoir, son unique famille. Il a relevé la tête. Dans son regard, il n'y avait plus de méfiance, mais une lueur nouvelle, une lueur de devoir, de rédemption peut-être. Le petit garçon de 8 ans qui voulait protéger son frère était toujours là, enfoui sous des années de douleur et d'alcool. Il a hoché la tête simplement. « D'accord, je le ferai. Dites-moi ce que je dois faire. » Le retour à Lyon s'est fait dans une atmosphère surréaliste. Alexandre était assis à côté de moi dans le train, silencieux. Il avait enfilé un jean propre et un pull, s'était rasé de près. Le changement était saisissant. Sans la barbe et les vêtements sales, la ressemblance avec Théo était encore plus stupéfiante. Il regardait par la fenêtre, le visage fermé. J'imaginais le tumulte de ses pensées. Rencontrer ce frère qu'il avait cru mort, puis perdu. Un frère qui était maintenant un inconnu, un homme malade qui avait besoin de lui pour survivre. J'ai appelé le professeur Dubois depuis le train, lui expliquant la situation de la manière la plus concise possible. Il était sceptique, mais a accepté de lancer les tests de compatibilité dès notre arrivée. « C'est une chance sur 1 million, m'a-t-il dit, mais en médecine, les chances sur 1 million, on les prend. » J'ai organisé un hébergement pour Alexandre dans un petit hôtel près de l'hôpital. Je ne pouvais pas encore le présenter à mes parents ni à qui que ce soit.
C'était trop tôt, trop compliqué. Chaque étape devait être franchie avec une prudence infinie. Notre monde était déjà si fragile. Le lendemain matin, j'ai accompagné Alexandre à l'hôpital. Il semblait mal à l'aise, perdu dans les couloirs blancs et impersonnels. Les infirmières le regardaient avec une curiosité non dissimulée. La rumeur de l'arrivée du jumeau s'était probablement déjà répandue. Il a subi une batterie de tests, de prises de sang, sans jamais se plaindre. Il était calme, résolu. Pendant ce temps, je devais affronter la tâche la plus difficile, tout dire à Théo. Je suis entrée dans sa chambre, le cœur battant. Il était plus faible que la veille, ses yeux étaient fermés. Je me suis assise à côté de lui et j'ai pris sa main. Il a ouvert les yeux et m'a souri. « Tu es revenu », a-t-il murmuré. J'ai pris une profonde inspiration. « Théo, j'ai quelque chose d'incroyable à te dire. J'ai retrouvé quelqu'un, j'ai retrouvé ta famille. » Son regard s'est empli d'incompréhension. Lentement, en choisissant mes mots, je lui ai raconté mon voyage à Vernoux, ma rencontre avec Alexandre. Je lui ai parlé de leur mère, du mensonge. Je lui ai dit la vérité. Il avait un frère jumeau. Théo a écouté mon récit sans m'interrompre. Aucune expression ne filtrait sur son visage émacié. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux pendant un long moment, les yeux fixés sur le plafond blanc de la chambre. Je ne savais pas ce qu'il pensait. Était-il en colère? Sous le choc? Heureux? Finalement, des larmes se sont mises à couler silencieusement sur ses tempes. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de pure incrédulité. Un frère, a-t-il répété, comme pour tester le poids de ce mot dans sa bouche. J'ai un frère. Toute sa vie, il s'était senti seul au monde, une anomalie sans racines, et en un instant, tout son univers venait de basculer. Il avait une histoire tragique, certes, mais c'était la sienne. Et au cœur de cette histoire, il y avait un frère qui l'avait attendu. « Je veux le voir », a-t-il dit, sa voix soudainement plus ferme. « S'il te plaît, Chloé, fais-le entrer. » J'ai hoché la tête, soulagée et terrifiée à la fois. J'allais assister à des retrouvailles qui défiaient l'imagination. J'allais réunir deux moitiés d'une même vie, séparées par le destin pendant plus de 30 ans. Je suis allée chercher Alexandre dans la salle d'attente. Il s'est levé d'un bond quand il m'a vue. Il veut te voir. Son visage a pâli. Il a passé ses mains sur son jean, nerveusement. Je l'ai conduit jusqu'à la chambre 312. J'ai ouvert la porte et je me suis effacée pour le laisser entrer. Je suis restée dans le couloir, leur laissant cet instant. Je n'ai rien vu, mais j'ai imaginé la scène. Deux visages identiques se faisant face pour la première fois. L'un marqué par la maladie, l'autre par la vie. Le silence a duré une éternité. Puis j'ai entendu des voix basses, hésitantes, des bribes de conversation. Je ne voulais pas écouter, je ne voulais pas violer leur intimité. C'était leur moment, leur histoire à reconstruire. Une demi-heure plus tard, Alexandre est sorti. Ses yeux étaient rouges, mais il souriait, un vrai sourire, pour la première fois depuis que je l'avais rencontré. On a parlé, a-t-il simplement dit. Il n'en a pas dit plus, et je n'ai pas posé de questions. Quand je suis retournée dans la chambre, Théo dormait, mais sur son visage, il y avait une expression que je n'avais pas vue depuis des mois, une expression de paix. Les 3 jours suivants furent les plus longs de ma vie. C'était le temps nécessaire pour obtenir les résultats des tests de compatibilité. L'attente était une torture. L'espoir et la peur se livraient une bataille acharnée dans mon esprit. Et si, après tout ça, Alexandre n'était pas compatible, la cruauté du destin serait alors insupportable. Alexandre passait toutes ses journées à l'hôpital. Il restait des heures au chevet de Théo. Ils parlaient peu, mais leur silence était plein de sens. Ils se découvraient, s'apprivoisaient. Alexandre racontait à Théo des bribes de leur enfance, lui montrait des photos de leur sœur qu'il avait conservées. Pour Théo, c'était comme assembler les pièces d'un puzzle dont il ignorait l'existence. Il découvrait un visage, une histoire. Il n'était plus seul. De mon côté, je regardais cette nouvelle relation naître avec un mélange d'émerveillement et d'angoisse. Tout reposait maintenant sur un résultat de laboratoire. La vie de mon mari, l'avenir de ses 2 frères, tout tenait à un fil. Le matin du 3e jour, mon téléphone a sonné. C'était le professeur Dubois. Mon cœur a cessé de battre.
J'ai décroché, ma main tremblait. « Chloé, je vous appelle pour les résultats. » Il a marqué une pause qui a duré 1 seconde, mais m'a semblé une éternité. C'est une compatibilité parfaite. On ne pourrait pas rêver mieux. C'est un véritable miracle. Nous pouvons programmer l'opération. J'ai fondu en larmes, un flot de soulagement et de joie pure. J'ai répété « merci » encore et encore, sans même savoir à qui je m'adressais. Au médecin, à la vie, à cette aide-soignante qui avait parlé d'un sosie. Je me suis précipitée à l'hôpital. J'ai trouvé Alexandre et Théo dans la chambre. Ils m'ont regardé, inquiets de voir mes larmes. C'est compatible, ai-je réussi à articuler entre 2 sanglots. C'est une compatibilité parfaite. Un silence a accueilli ma nouvelle. Puis Théo a tendu sa main faible vers son frère. Alexandre l'a prise et l'a serrée fort. Aucun mot n'a été échangé, mais tout était dit dans ce geste. Le lien, brisé il y a si longtemps, venait de se ressouder, définitivement. L'opération était complexe et risquée, mais elle représentait notre seule chance. Alexandre a été admis à l'hôpital la veille. Il n'a montré aucune peur, seulement une détermination tranquille. Il était là pour sauver son frère, c'était la seule chose qui comptait. Le matin de la greffe, je les ai vus tous les deux, chacun dans leur lit, prêts à être emmenés au bloc opératoire. Alexandre m'a souri. « Ne t'inquiète pas, je lui ramène. » Quant à Théo, il était serein. La peur de la mort avait laissé place à l'espoir de la vie. Pour la première fois depuis des mois, il ne se battait plus seul. Il avait un frère à ses côtés. Je les ai regardés partir, les 2 portes du bloc se refermant sur eux. J'ai passé les heures suivantes dans une salle d'attente, à fixer une horloge murale dont les aiguilles semblaient immobiles. Mes parents m'avaient rejointe. Je leur avais tout expliqué. Ils étaient aussi bouleversés et émerveillés que moi. Cette longue attente était un supplice, mais une petite flamme d'espoir brûlait en moi, plus forte que jamais. Le petit garçon de Vernou allait tenir sa promesse. Il allait s'occuper de son frère. 2 ans ont passé, 2 années de bataille, de doute, mais surtout de victoire. La greffe a été un succès. La convalescence de Théo a été longue et difficile, mais il s'est battu avec une force nouvelle, la force de celui qui a une 2e chance et une famille à ses côtés. Aujourd'hui, Théo est en pleine forme. Il a retrouvé son énergie, son sourire. La maladie n'est plus qu'un mauvais souvenir, une cicatrice qui nous rappelle la fragilité de la vie. Alexandre a lui aussi entamé une nouvelle vie. Avec le soutien de Théo, il a suivi une cure de désintoxication. Le chemin a été ardu, mais il a réussi à vaincre ses démons. Il a trouvé un travail, a quitté la maison délabrée de Vernou pour un petit appartement à Lyon, non loin de chez nous. L'homme brisé que j'avais rencontré a laissé place à un homme digne, apaisé, qui apprend à se pardonner et à vivre, enfin. Les 2 frères sont inséparables. Ils rattrapent le temps perdu, construisant une relation faite de pudeur, de respect et d'un amour fraternel profond. Ils partagent des dîners, des matchs de foot, des silences complices. Ils sont le miroir l'un de l'autre, se rappelant mutuellement d'où ils viennent et le chemin parcouru. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au cours de nos conversations, Alexandre nous a souvent parlé de sa nièce, Manon, la fille de sa sœur Sophie. Sophie, qui avait suivi les traces de leur mère, était partie vivre sa vie, laissant sa fille aux soins d'Alexandre. Elle ne donnait que rarement des nouvelles, se contentant d'envoyer un peu d'argent de temps en temps. Alexandre s'occupait de Manon comme il pouvait, avec ses faibles moyens et ses propres batailles à mener. Après sa cure, une fois sa situation stabilisée, il nous l'a présentée. Une petite fille de 8 ans, aux mêmes yeux verts que son oncle et son père biologique. Une petite fille vive, intelligente, mais avec une ombre de tristesse dans le regard, celle des enfants qui grandissent trop vite. Théo et moi sommes tombés instantanément sous son charme. Elle a commencé à passer les week-ends chez nous, puis les vacances. Notre appartement, autrefois silencieux et marqué par l'attente d'un enfant qui ne venait pas, s'est rempli de rires, de dessins sur le frigo, de disputes pour les devoirs. Manon nous a apprivoisés, et nous l'avons aimée comme notre propre fille. Un soir, alors que nous venions de la mettre au lit, Théo m'a regardée. « On ne peut pas la laisser repartir, Chloé. »
Je savais exactement ce qu'il voulait dire. C'était une évidence. C'est Alexandre qui a abordé le sujet le premier, avec une infinie délicatesse. « Je ne suis pas le père qu'il lui faut », a-t-il avoué. « Je serai toujours son oncle, je l'aimerai toujours, mais elle mérite une vraie stabilité. Des parents, vous êtes ses parents de cœur. » La procédure a été longue. Il a fallu retrouver Sophie, la convaincre. Étonnamment, elle n'a offert aucune résistance. Pour elle, sa fille était un poids, un lien avec un passé qu'elle voulait oublier. Avec son accord et celui d'Alexandre, nous avons entamé une procédure d'adoption. Il y a 6 mois, le jugement a été prononcé. Manon est officiellement devenue notre fille. La boucle était bouclée. Théo, l'orphelin qui rêvait d'une famille, avait non seulement trouvé un frère, mais était aussi devenu père. Notre famille n'était pas celle que nous avions imaginée. Elle était née de la douleur, du hasard et des secrets, mais elle était plus forte, plus soudée que tout ce que nous aurions pu espérer. Aujourd'hui, quand je nous regarde tous les 4 réunis pour le dîner du dimanche, Théo, Alexandre, Manon et moi, je mesure le chemin parcouru. Je vois 2 frères que la vie avait brutalement séparés, rire ensemble. Je vois une petite fille, autrefois marquée par l'abandon, s'épanouir, aimer et protéger. Alexandre a récemment vendu la maison de Vernoux. Il a tourné la page sur le passé, sans pour autant le renier. Une partie de l'argent a été envoyée à sa sœur Sophie, comme un dernier geste de paix. L'autre partie lui a servi d'apport pour son appartement. Il n'est plus hanté par les fantômes de son enfance. Il a trouvé sa place. Il n'est plus seulement le survivant d'une famille détruite. Il est le sauveur de son frère. Il est l'oncle formidable d'une petite fille merveilleuse. Il est un homme debout. Théo, lui, porte sur la vie un regard nouveau. Chaque jour est un cadeau. Il chérit chaque instant passé avec sa fille, lui offrant toute l'attention et l'amour qu'il n'a jamais reçus. Il est le père qu'il aurait rêvé d'avoir. Quant à moi, je suis le témoin de ce miracle quotidien. J'ai appris que l'espoir peut naître dans les endroits les plus sombres, qu'il faut parfois écouter les conversations des autres dans les couloirs des hôpitaux. J'ai appris que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais une question de lien, de choix et de sacrifice. Notre histoire est la preuve que même les blessures les plus profondes peuvent cicatriser, que les destins les plus brisés peuvent être réparés. Il suffit parfois d'une étincelle, d'un voyage vers l'inconnu et du courage de faire face à la vérité, aussi douloureuse soit-elle. La vie nous a tout pris, puis elle nous a tout rendu, au centuple. Je regarde Théo jouer avec Manon dans le salon, sous le regard tendre d'Alexandre, et je sais, avec une certitude absolue, que je suis exactement là où je dois être, au cœur de ma famille, improbable, imparfaite, mais incroyablement belle et bien réelle. Parfois, la vie nous pousse dans nos derniers retranchements, nous teste jusqu'à la rupture. C'est dans ces moments que nous découvrons de quoi nous sommes vraiment capables. Pour moi, c'était refuser d'accepter la fin, suivre une intuition folle. Pour Alexandre, c'était affronter un passé dévastateur pour offrir un avenir à un frère qu'il ne connaissait pas. Et pour Théo, c'était accepter cette main tendue, venue des profondeurs de son histoire, pour se battre et revenir à la vie. Chaque dimanche, notre appartement résonne de rire. Manon raconte sa semaine d'école. Alexandre taquine Théo sur ses piètres talents de cuisinier. Ce sont des moments simples, ordinaires, mais pour nous, ils sont extraordinaires. Ils sont le fruit d'un enchaînement d'événements si improbables qu'ils relèvent du miracle. C'est la victoire de l'amour sur la tragédie, de la fraternité sur l'abandon. Notre histoire n'est pas un conte de fées. Elle est marquée par la souffrance et la perte, mais c'est une histoire de résilience. Elle nous rappelle que même lorsque tout semble perdu, un chemin vers la lumière existe toujours. Il faut juste avoir le courage de l'emprunter. Et voilà comment une conversation surprise dans un jardin d'hôpital a non seulement sauvé la vie de mon mari, mais a aussi réuni 2 frères et créé une nouvelle famille. Le destin, parfois, écrit des histoires complexes, pleines de détours et de peines, mais dont la conclusion peut être lumineuse. Théo a retrouvé ses racines, Alexandre a trouvé la rédemption, et ensemble nous avons trouvé Manon, notre fille. C'est la preuve que l'amour et l'espoir sont les forces les plus puissantes de l'univers. Merci d'avoir écouté notre histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché,
N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous soutenir, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines et surtout à partager vos propres expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà été témoin d'un événement qui semblait relever du miracle? Racontez-nous, votre histoire compte.